fait, ce qu'il faudrait être, c'est conscient tout le temps de qui est aux manettes de votre cerveau et aux manettes de votre vie. Nous allons revenir dessus. Alors, ici, là, vous avez ce que l'on appelle le soi. Le soi, où certains vont parler de moi authentique, qui vous êtes vraiment, c'est ce noyau. Et ce noyau-là, vous y arrivez par la pratique de la méditation. C'est quand vous êtes dans la méditation, dans le dépouillement, que l'on peut retrouver notre nature essentielle et véritable. Ici, vous avez, je vais appeler ça donc IA, alors ce n'est pas intelligence artificielle, l'IA, c'est l'identité assignée par les autres. C'est-à-dire, c'est ce que les autres attendent de vous ou veulent de vous. Je prends un exemple très simple. Vous avez des personnes, des femmes qui sont mariées, qui avaient le rêve de pouvoir faire une carrière professionnelle, et lorsqu'elles se marient, leur mari veut que ce soit une femme ou une épouse modèle, ou une maman pour les enfants. Donc, par rapport à ce qu'elles voulaient, vous allez voir, être ou désirer, dans la vie, elles ont une partie qui commence à tenir compte de la pression sociale, et là du mari, qui assigne ou qui asservit, moi j'aime dire le A de asservir, de dire voilà, il faut que tu sois comme ça. Et là, vous êtes en train de renoncer à certaines choses. Vous avez ici l'identité engagée. L'identité engagée, IE, c'est ce que vous allez avoir comme identité par vos comportements dans la vie. Ce n'est pas forcément ce que vous êtes à l'intérieur de vous, mais c'est ce que vous engagez vis-à-vis des autres pour montrer une certaine image de vous. Et puis vous avez idée, c'est l'identité désirée. C'est en fait ce que vous souhaitez être au fond de vous. Vous voyez la différence? Ce que je souhaite être, ce que les autres veulent que je sois, et ce qu'en fait je montre aux autres. Et vous comprenez que ça fait des zones de tension, des choses qui font que vous n'êtes pas vous-même. Et les burn-out, les bore-out, les brown-out, vous ne connaissez pas les bore-out, brown-out? Voilà. Le bore-out, c'est quand on s'ennuie. Là, on vient de trouver, parce qu'on trouve toutes les 5 à 10 années, des maladies du cerveau. Voilà. Il y a le burn-out, c'est parce qu'on en fait trop, et le bore-out, c'est parce que justement on n'en fait pas assez, et que dans notre travail, l'employeur nous a donné un travail dans lequel on est sous-qualifié, et donc on s'ennuie. Alors, ici, ce qui se passe, là, on va parler, allez, de zone d'inhibition. Là, on va parler de soumission, contrainte. Et là, on va parler de réalisation déviante. Alors, c'est quoi? C'est derrière ces trois mots. La soumission contrainte, c'est ce qu'on fait pour plaire aux autres, mais en renonçant à nos désirs. C'est-à-dire pour faire plaisir à mon mari, pour faire plaisir à ma famille et qui voulait que j'ai telle situation ou autre, j'ai par exemple fait des études de ça et pas été l'artiste qui sommeillait en moi. Enfin, je ne parle pas de moi, parce que je ne suis pas un artiste. J'avais 0 en dessin. J'étais la honte du lycée. On me demandait comment quelqu'un en 5e pouvait avoir 0 en dessin. Mais pourtant, j'essayais de faire de mon mieux. Mais visiblement, je ne plaisais pas aux critères du prof de dessin, qui a convoqué mon père un jour de manière très grave. C'était horrible. Voilà. Mais mon père, quand il a rigolé quand il m'a reçu le soir, il me dit « Mais ton prof de dessin est un barjot. » Voilà, je sais pas, bon, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que j'écris pas bien non plus. Je pense que ça a créé des traces, des séquelles avant ma puberté, la confiance en mes capacités de dessin. Donc, excusez-moi, vous pouvez me le dire, j'écris mal. Soumission contrainte, j'ai renoncé à des désirs
pour satisfaire à ce que les autres attendaient de moi. La réalisation déviante, c'est ce que je vais faire contre les attentes des autres. Ils voulaient que je fasse ça, mais non, moi je vais faire ça contre leur attente. Là, je suis un peu en rébellion. Voyez. Donc je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que les autres ne veulent pas que je fasse. Alors que dans l'autre cas, je fais ce qu'ils veulent, mais je renonce à mes désirs. Et la zone d'inhibition, eh bien en fait, c'est quand je renonce à mes désirs. Voilà. Et que les autres me permettaient en fait d'être qui je voulais, mais que j'y renonce. Parce que justement, toutes ces zones ont fini par saccager un petit peu ma façon d'être focus sur qui je veux être. Et l'objectif, c'est quand on comprend tout ceci, c'est d'être soi. Voilà. Et nous allons en parler. Alors déjà, milieu d'après-midi, bien sûr dimanche, parce qu'on va travailler sur les peurs. Et vous verrez que la peur d'échouer est aussi importante que la peur de réussir. Vous verrez les peurs fondamentales, les peurs physiologiques, les peurs relationnelles, les peurs verrous, et vous aurez une pyramide des peurs. Et vous comprendrez derrière tout ce qui nous auto-sabote et nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que ce qu'on veut, c'est être ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un changement de paradigme. Alors, je ne sais pas les années 2020, ce qu'elles vont nous permettre d'être ou de ne pas être par rapport à 2010, mais je dis, c'est quand même intéressant, parce que 2020, si vous aimez la symbolique, c'est 2-0, 2-0, 2 c'est l'autre. Et moi, j'ai coché sur mon agenda, pour l'année prochaine, le 20 février 2020. Parce que ça me plaît. Le 20 et le 02, le miroir, le 2020, là, il y aura une surprise. Je ne peux pas vous dire laquelle. Voilà. Mais je ne vais pas faire de dessin, parce que je ne suis pas bon. Mais je me suis fait un pari, voilà, pour le 20 février 2020. Voilà. Donc, je parlais auto-sabotage et la pression sociale. Ce sont les deux choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Nous allons le voir plus en détail. Alors, je peux vous dire que ça va, en fait, faire beaucoup de choses qui vont remonter. Pour ça que je voulais une salle qui soit accueillante, qui permette de pouvoir faire des exercices ensemble, parce qu'on va faire une dizaine d'exercices, hein, on va travailler. Voilà. Et donc, ce qu'on va, c'est aller travailler sous le capot, aller découvrir un petit peu tout ce qui s'est passé, donc depuis ces périodes importantes, 3 ans, puberté, adolescence, etc., d'autres choses, et puis quand on a renoncé d'être nous-mêmes parce qu'on nous a assigné qui on devait être. On va parler donc auto-sabotage, deuxièmement, donc la pression sociale, ça c'est ce qui nous empêche d'être, et nous allons parler cet après-midi de ce que les champions ont tous en commun. On en parlait avec Nancy hier quand elle est arrivée du Canada pour discuter un petit peu de ce qu'on retrouve dans nos sportifs que l'on coach. Il y a 2 qualités essentielles. La première, c'est qu'ils ont une ambition. La deuxième, c'est qu'ils ont une conviction. L'ambition, c'est bien, mais si tu n'es pas convaincu que tu vas y arriver, ou si tu n'es pas convaincu que ça peut se faire, c'est même pas la peine de faire. Puisque, vous le verrez tout à l'heure, quand tu as la volonté de quelque chose, mais que tu as une imagination contraire, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Ça, c'est grâce à Émile Coué, notre pharmacien de Troyes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de Troyes ou de l'Aube ici? Bravo! Alors, on t'applaudit. Merci. J'aime beaucoup Émile Coué. Alors d'abord parce qu'il est pharmacien. Il a tenu une pharmacie à Troyes. Il a été formé à l'école de Nancy, donc par l'école. Je suis en train de chercher le. C'était à l'époque de la Pitié-Salpêtrière. Il y avait. Non, c'est juste avant Liébaud. C'est celui qui a Bernheim. Bernheim. Mais c'est les mêmes. Hein. Liébaud, Bernheim, c'est la même école. Merci, Yves. Et c'était un hypnotiseur. Il faisait de l'hypnose tout en étant pharmacien. Ça, c'est absolument incroyable. Il faut savoir qu'il se posait la question, si on donne des médicaments à des gens malades, donc qui ont des carences et qui ont besoin d'avoir donc des molécules qui vont les soigner, comment se fait-il qu'au bout de 3 semaines, ils ne soient pas forcément guéris? En fait, le pouvoir de l'imagination est plus fort que le pouvoir de la volonté. Alors il faisait répéter dans sa pharmacie
42 fois, il disait aux gens, vous allez répéter 42 fois quand vous prenez vos médicaments, le matin, 42 fois le midi, 42 fois le soir. Tous les jours, sur tous les plans, je vais de mieux en mieux. Mais en ayant l'image que vous allez mieux. Ça, c'est important. C'est important parce que les gens qui prennent des médicaments, ils ne voient pas souvent qu'ils vont mieux. Ils prennent des médicaments parce qu'ils vont mal. Donc ils se voient y aller moins mal. Mais tu te vois toujours aller mal. Voilà. Et le fait de pouvoir aller mieux, de visualiser que tu vas mieux, que tu te sens mieux, ben ça changeait tous les résultats. Il a fait ça avec des groupes placebo de personnes qui ne prenaient pas de médicaments mais qui répétaient cette formule. Alors vous allez me dire pourquoi 42 fois? Il aurait pu dire 47, 43, c'est pareil. Ce qu'il voulait, c'était une somme assez importante pour que le mental soit occupé à répéter pour ne pas être dans l'analyse de ce qui était dit en disant « non, c'est pas vrai, je vais pas mieux sur tous les plans et tout ». Quand tu comptes 2 fois, 3 fois, que tous les jours sur tous les plans je vais de mieux en mieux, ben, ton mental, il est occupé. Voilà, ça c'était déjà le début un petit peu de l'hypnose, puisqu'il a été formé, donc, je disais, par Bernheim. Et puis il s'est aperçu que des patients qui répétaient 42 fois le matin, 42 fois le midi, 42 fois le soir, qui avaient les mêmes types de symptômes que ceux qui prenaient des médicaments, alors je dis bien des gens qui répétaient les phrases d'autosuggestion qu'il avait données, sans prendre des médicaments, guérissaient plus vite que ceux qui prenaient les médicaments en n'ayant pas l'état souhaité. C'est fou. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous ingérez qui est important, c'est ce que vous allez permettre, grâce à l'imagination, d'avoir peut-être une amélioration, une guérison, etc. Et donc ça c'est en 1922, je vais parler des 6 principes de base d'Émile Coué. Vous verrez que tout ce qui parle aujourd'hui de loi d'attraction, du secret, du focus, eh bien ça existe depuis 97 ans. Il a écrit ça en 1922. 97 ans après, on reprend, et des fois de façon moins bien explicite, ce que disait déjà ce brave Émile Coué. Et Émile Coué a fait une tournée triomphante au Canada et aux États-Unis entre 1925 et 1927, et c'est aujourd'hui le 3e Français le plus connu aux États-Unis. Alors ceux qui font de l'hypnose et qui connaissent donc les standards américains, donc l'hypnose américaine, la NGH, National Guide of Hypnotists, Émile Coué est cité chez les Américains. Il est aussi connu chez les hypnotiseurs américains que Erickson chez nous en France. Ils disent, Émile Coué, il a vraiment révolutionné parce qu'à cette époque-là, il y avait un courant métaphysique américain dans lequel on retrouve Wattles, on retrouve Napoléon Hill, etc., qui écrivait beaucoup. Et lui, qui n'était pas en contact avec eux, Émile Coué, il avait compris déjà le pouvoir de l'esprit. Donc je vous dis ça parce que la conviction, c'est super important. Et même si tu n'arrives pas à voir le résultat, ce qui est important, comme dit Neville Goddard, c'est le ressenti. Il y a des fois des gens qui me disent « j'arrive pas à voir mon objectif ». Peu importe. C'est l'état émotionnel dans lequel tu es qui va permettre de réaliser les choses. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir pendant ces 2 jours. Donc là, on va dire conviction. Et nous ferons un exercice hyper puissant que j'utilise avec certains sportifs. La conviction, l'ambition. Et après, à partir de là, il faut enlever les interférences, celles qui vous empêchent d'être vous-même et de pouvoir devenir ça. Voilà. Alors, avant de démarrer et de rentrer un petit peu dans le fonctionnement du cerveau, je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que souvent, quand je rencontre des gens, voilà, bon, les gens qui viennent faire des formations d'hypnose à Bordeaux me connaissent un petit peu parce que je parle de la façon dont j'ai vécu certaines choses, mais les gens ne savent pas qui j'étais quand j'avais 25, 27 ans, 28 ans. Voilà. On réussit parce qu'on échoue, et puis parce qu'on vit des expériences particulières. Alors, je réfléchissais hier dans le train, j'ai dit tiens, je vais vous donner 3 expériences, moi, qui m'ont vraiment formaté et qui m'ont permis après de m'intéresser au pouvoir de l'esprit. La première histoire, j'étais dans un laboratoire commercial, j'étais dans l'instrumentation scientifique. Donc je travaillais pour les laboratoires d'analyse médicale. Et je suis convoqué, je suis réuni, voilà, c'est le cas de dire, moi et moi, alors on est 20 réunis par le grand laboratoire américain qui s'appelle Technicon. Je ne sais pas, tu as connu Yves, non? Ouais. Avec les fameux SMA et SMAC, voilà, qui étaient des appareils extraordinaires qui faisaient 8 mètres de long, et il fallait vendre ça aux hôpitaux. Voilà. Et je suis convoqué à Toulouse
par le laboratoire Technicon. Alors, quand on était déjà dans l'instrumentation scientifique, c'était le Graal. Hein. C'était vraiment on va dire, le rank Xerox ou le Google ou l'Amazon. Voilà, on voulait rentrer chez Technico, on avait des conditions salariales extraordinaires, tu avais la carte Novotel, Mercure. Déjà, c'était, il faut dire ça, c'était il y a 30 ans, 1989, 1990. Ouais, ça permet de voir un peu mon âge. Voilà, donc, j'étais place du Capitole, c'était au Mercure Winston à Toulouse, pour ceux qui connaissent, parce qu'il y en a. Voilà. Et c'était le plus gros entretien que j'avais eu. J'avais eu la chance d'avoir déjà un travail là où j'avais fait mon stage de pharmacie. J'étais rentré dans un laboratoire qui était un laboratoire quelconque, on va dire, au niveau des analyses médicales. Voilà. Et j'avais appris vraiment à me battre contre les gros. Et là, j'allais rentrer chez un gros et j'étais devant la glace, vraiment à peaufiner la barbe. Vous comprenez? C'est peut-être pour ça que je ne me rase plus aujourd'hui. Et à un moment donné, je me coupe. Et vous savez quoi? Une goutte de sang qui tombe sur le col blanc de ma magnifique chemise bleue à col blanc. Oh punaise! J'étais venu de Toulouse, je repartais donc le jour même, aucun truc pour se changer. Oh punaise, je m'étais auto-saboté. Tu te prépares dans le train, j'avais pris Toulouse-Bordeaux pour vraiment être toute la soirée, le matin, je me voyais là, tu te fais le geste qu'il ne faut pas, qui fait que t'es putain, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais toi, tu as 26 ans, tu es en train de passer à côté de la plus grosse expérience de vie. Voilà. Et ça j'appelle ça des autosabotages inconscients. Comme on démarrait à 10 heures, voilà, place Winston, place. Donc à Toulouse, ils ne sont pas comme à Bordeaux, ils ouvrent les magasins à 10 heures et ils les ferment des fois à 13 heures. Voilà, donc c'est la sieste quand on est en Occitanie. J'étais à 10 heures, alors j'ai préparé mon coup, j'avais donc effectivement ma mallette, j'ai demandé, je suis rentré donc dans un magasin, alors j'ai pas pu prendre, c'était une Figaré à l'époque, pour ceux qui connaissent, c'était des cols blancs, tu sais, sur les trucs bleus, j'ai pris une chemise blanche normale. J'ai dit je peux l'essayer, je l'ai gardé sur moi, parce que je n'allais pas retourner à l'hôtel, comme ça je l'ai fait, j'ai mis l'autre chemise dans le truc, j'ai payé, je suis arrivé, et j'arrive à 10h15, donc au Mercure. Et je dis, voilà, c'est pour le laboratoire Technicon. Ils ont démarré. Et là, mais tétanisé, un demi-litre de sueur, tu ne sais pas si tu vas rentrer, si tu ne vas pas rentrer. Voilà. Et rentrer. Et je ne sais pas ce qui m'arrive. Quand je rentre là, les gens me regardent, et je vois les 19 autres concurrents, on était 20. Voilà. Et je dis, merci, bonjour, et merci de ne pas m'avoir attendu. Et je m'assois. Et j'étais paralysé, la tête comme ça. Et il y avait 2 couillons dans les coins qui souriaient en disant « il y en a déjà un d'éliminé ». Voilà. Mais je ne me suis pas excusé. Je ne me suis pas excusé. De dire, voilà, sinon je disais, putain, comment il faut que je rentre, etc. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se présentait 3 minutes chacun, on était 20, ça faisait 1 heure. Et à la fin des 20, eh bien, il y en avait 4 d'éliminés. C'était terrible. À l'époque, les laboratoires américains, Abbott et Technicon, c'était des fous, furieux. Mais moi, j'aimais ça parce que ça me faisait sortir de ma zone de confort. J'étais dans un petit labo et je voulais savoir ce que je valais. Et j'étais content parce que dans les 4 qui ont été éliminés, il y en avait un qui avait rigolé. Là. Le deuxième, ça a été le tour d'après. Et après, eh bien, il y avait Colistro, Chuck Colistro. L'Américain, qui était le responsable des relations humaines, ils étaient 3. Il passait avec une sorte de corbeille, on avait un papier, et on avait le sujet de ce qu'on devait dire pendant encore 3 minutes. En fait, c'était comme ça devant tout le monde, on était table, pas en U, mais en carré, comme ça, là, etc. Et moi, je me rappelle, je tire. Alors, il y en a un qui avait dit, le vin, il fallait parler du vin pendant 3 minutes. Moi, non, je n'avais pas. J'allais épouser une propriétaire viticole, j'adore le vin, mon père est ingénieur agronome et œnologue. Génial, je dis, mais c'est génial. Un autre, c'était sur la restauration. Je tire, on avait 30 secondes pour se préparer devant tout le monde, comme ça, de noter des trucs, et on devait se lever. Et je tire ma feuille, et c'était le pape. C'était Jean-Paul II à l'époque. C'était Jean-Paul II. Le pape, 2 points. Véritable star ou marketing. Voilà. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. J'ai tenu 3 minutes à mon grand
Étonnement. Voilà. Et j'ai fait partie des 12, et puis des 8 et des 4. Je suis sorti de là, j'étais incapable de reproduire comment j'avais fait, mais je suis persuadé de quelque chose. C'est que si je ne m'étais pas coupé, et que je n'avais pas été obligé de passer tout mon temps pendant de 8h15 jusqu'à 10h, où est-ce que je vais changer ma chemise, j'aurais bafouillé, etc. Là, j'avais mon adrénaline qui est montée au maximum pour être là, etc. Et ça, c'est des choses qui se sont reproduites dans ma vie. Voilà, donc on était 4. Et j'ai reçu 3 semaines après, j'étais sélectionné, mais pas pour Bordeaux, mais pour faire la région de Toulouse-Montpellier. Et ça ne m'a pas plu, parce que je voulais faire Bordeaux, j'allais me marier, etc. Et deuxième entretien que je vais avoir avec un deuxième laboratoire, donc Yves, tu connais Abbott, voilà, Abbott, voilà. Eh bien, je suis convoqué par Abbott, voilà, parce que là j'étais dans la période, je voulais quitter le laboratoire où j'étais. Et Abbott, c'était dans l'immunoenzymologie, dans tout ce qui était réaction donc, chimique, c'était le numéro 1 également. Je dois partir à Toulouse, j'habite à l'époque au-delà de la Gironde, je suis sur la rive droite, du côté de Fronsac et de Libourne, il y a 2 ponts à franchir, et je me retrouve bloqué à 7h du matin dans le pont, sur le pont, voilà. Et je vais rater, donc, un truc de fou, l'avion, parce que j'ai pris l'avion pour aller à Toulouse, etc. Je le faisais rembourser en note de frais. Voilà. Et donc, je suis complètement bloqué, voilà. Et quand je passe ensuite, je rentre en centre-ville pour pouvoir aller vers l'aéroport, il y a une voiture qui me refuse la priorité, boum, qui me rentre dans l'aile droite, voilà, bloqué. Voilà. Une chance inouïe, c'est qu'il y avait location de voiture juste à côté pratiquement. C'était presque fait exprès. Sauf que cette histoire, au lieu d'arriver à 9h à Toulouse, je suis arrivé à 12h15, 12h20, parce que j'ai loué une voiture, parce qu'il n'y a pas des avions Bordeaux-Toulouse tout le temps. J'ai pris la voiture et je suis arrivé à 11h20. Et là, je me rappelle un mois avant de ce que j'avais fait avec Technicon, comme ça. Voilà. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que ça ne se passait pas pareil. C'était des entretiens. Le gars, il voyait tout le monde à 9h, puis après, il donnait les horaires. Voilà. Et là, je vois un mastodonte qui ouvre la porte. Oui. Alors ça, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un qui allait me dire « Vous êtes qui ?» Je suis Monsieur Mérieux. C'est trop tard, c'est fini. Les entretiens ont commencé. Je dis « Oui, mais alors je raconte mon histoire. » Mais vraiment, c'est le boulet. C'est un petit peu... Pierre Richard qui raconte le truc, mais je ne pouvais pas faire autrement. Il me dit oui, et alors? Je dis oui, mais qui va me rembourser ma note de frais d'avion? Il me dit, vous envoyez ça au labo. Ok, et donc, boum, là j'ai pris un gros coup sur la tête. Je me suis dit, mais Toulouse, il se passe des choses. Toulouse, il se passe des choses. Première fois, je fais ça, la deuxième fois, je rate le truc. Et Toulouse, dans mon esprit, je me suis toujours dit, si quelque part mon subconscient ne voyait pas Toulouse perdre. Tu vois? Voilà. Bon, ok, c'est comme ça. La langue des oiseaux est intéressante. Et donc, j'ai revu une annonce parce que là, j'avais écrit une candidature spontanée dans l'Express. J'ai réécrit 3 semaines après. Et on ne m'a pas donné suite. Sauf qu'on m'a convoqué je crois, c'était le 15 novembre. On me rappelle. Et le gars, Marc Benoît, qui en plus, c'est quelqu'un qui est du côté de Montauban, à la française exactement, sa femme est pharmacienne, c'est devenu un excellent ami après, et il a travaillé avec moi quand j'ai fait la vente de pharmacie. Et ce qui se passe, ce qui me convoque, et je dois effectivement monter à Paris. Et vous savez quoi, ce qui se passe, c'est que pour une deuxième fois, je rate à nouveau l'avion. Je suis parti avant et je suis resté bloqué encore sur le pont d'Aquitaine. Mais un truc de ouf. Mais là, j'en avais marre d'en avoir marre. Voilà. J'ai un problème, pour ceux qui me connaissent, avec le temps. J'arrive souvent en retard, maintenant ça va. Et là, je dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Je veux sortir de ce laboratoire de merde où je suis. Et chaque fois que j'ai un truc, j'ai les capacités, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est pour ça que je vous parle d'interférence et je sais vraiment ce que j'ai pu vivre dans certaines situations. Et à l'époque, on n'avait pas le téléphone portable. On se met dans une cabine, on a une carte téléphone, on appelle, voilà. Et je voudrais parler à Marc Benoît. Donc le standard me passe. Oui,
Bonjour, Olivier Malrieux. Je ne pourrais pas venir à 11 heures aujourd'hui. Ah bon? Il me dit, pourquoi? Parce que j'ai un rendez-vous très important et je vais conclure une vente en Dordogne. Où ça? Je dis, laboratoire Marcenac-Carsenac. Je les connais, ce sont d'excellents amis, mais je leur demanderai comment ça se passe avec vous. Oh putain! La pression! La pression, mais véridique, véridique. Mais ça m'a vachement servi après. Dans la voiture, pour aller de Bordeaux à Sarlat, pour ceux qui connaissent, hein, c'est Périgord noir, hein, c'est génial. On met 2h30, 3h moins le quart. Je peux dire, je réussis, je réussis, je réussis. Et j'ai réussi à faire la vente, mais la vente, elle s'est conclue qu'au bout de 3 semaines. Et j'étais convoqué, donc par Abot, pour enfin un 3e entretien, qui était le premier. Voilà. Le 26 décembre, les salopards, ils m'ont convoqué le lendemain de Noël. Et j'avais la famille qui venait chez moi en Gironde. Là, le réveil, il était mis à 3h du matin. J'étais à 5h. Voilà, et ça s'est très bien passé. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, alors après la 3e, je ne vous raconte même pas parce qu'elle est encore plus délirante. C'est quand je suis rentré chez Beckman après. En fait, c'est que tout se passe dans notre tête. Mais vraiment. Le reste n'existe pas. Tout se passe dans votre tête et c'est ce que vous croyez que vous créez. Alors, pour reprendre ce dessin, j'ai marqué l'identité assignée que vous voulez respecter par rapport aux autres. Mais ce qui est important, ce que je voudrais que c'est ce que vous croyez que les gens, ce que vous croyez que les gens croient de vous. Et ce que vous croyez que les gens pensent de vous. Parce que moi, vraiment, je pensais que j'étais nul hein, sur ce que je venais de vivre là. Ce que j'ai pu discuter avec Marc Benoît, le directeur régional d'Abot, il m'a dit « mais c'est incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un qui persévère comme ça. » Tout le monde aurait dit c'est fini. Mais moi, je voulais m'en sortir, je voulais vraiment réussir. Et ce que j'ai découvert, je vous parlais tout à l'heure de langue des oiseaux, persévérer, c'est percer et verrer. Tu perces et tu verras. Alors je ne sais pas ce que tu perces, si c'est cette frontière entre le conscient et l'inconscient, ou si c'est ces interférences. Mais quelque part, quand j'ai découvert ça c'est pour ceux qui le connaissent, Buren Steinhaus, qui est un alchimiste que j'aime beaucoup, qui fait de magnifiques vidéos. Voilà. Il le dit, persévérez, percez et vous verrez. Voilà. Et pour moi, chaque fois que vous allez avoir des changements importants dans votre vie, en tout cas, c'est ce que je crois, et c'est pour ça que je le crée, il se passe des choses qui sont des résistances. C'est comme si quelque part l'univers me testait. Voilà. Et à chaque fois, je dis, c'est bon signe. Là, il est en train de faire un bras de fer avec moi, je vais percer, je verrai. Donc, c'est ce que tu crois que tu crées. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ce que vous croyez que les gens croient de vous, c'est ce que vous créez, eux, en fait, dans leur esprit. Je recommence. Les gens, ils pensent jamais quoi que ce soit de vous. Ils pensent ce que vous pensez de vous. Je recommence parce que la phrase est importante. Les gens, toi tu penses que les gens pensent ça de toi. Non, les gens pensent ce que toi tu penses de toi. Ça vous parle? Et c'est ce qu'on va travailler.